Alors nous allons traiter d'un sujet qui est assez important aujourd'hui puisqu'on entend régulièrement à la télé, à la radio, rénovation énergétique, on a des aides pour ceci, des aides pour cela, on voit même l'isolation à 0 €, les capteurs solaires à 0 €. Donc on va peut-être préciser tout ça parce que dans cette jungle et dans cette information qui part dans tous les sens, on ne sait vraiment plus qui fait quoi, qui aide qui et comment et à quoi réellement on a droit. Alors avec l'ADIL et le Roi Solaire et l'autre... et Maison Énergie, on va préciser tout ça. Alors, bonjour à tous, merci d'être venus pour cette conférence. Alors, la rénovation énergétique, qui peut nous parler déjà de en quoi ça consiste réellement et comment ça fonctionne? Je crois qu'on va passer par le commencement avant de savoir quelles sont les aides auxquelles on a droit, etc., etc. Alors, la rénovation énergétique, c'est quoi? Alors, la rénovation énergétique, c'est revoir son logement, le repenser. Par des travaux d'isolation, de changement de chauffage, améliorer son confort de vie dans son logement, la qualité de l'air également, avec les systèmes de ventilation, les changements de fenêtres également. Aujourd'hui, du coup, on est quatre structures. Donc moi, je représente l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat. On accompagne les particuliers dans leurs projets de rénovation énergétique sur Marseille, le pays de Martigues, le pays de l'Étoile, Aubagne. On va jusqu'à Port-de-Bouc. Et du coup, il y a mon collègue de Maison Énergie Habitat Climat, qui du coup est sur le pays d'Aix également, qui est nos homologues du pays d'Aix. Alors, pour simplifier la chose, entre toutes les aides, il y a en plus, selon qu'on est issu d'un territoire, d'une région ou d'un département, des choses qui changent. Alors ça, c'est très pratique à aider. Alors, pour faire court, j'ai une maison, je veux changer de chaudière. Comment je présente mon projet? Donc c'est un projet qu'on amène. Comment je présente mon projet et comment je sais ce que je peux faire et avec qui je peux le faire et comment je peux le faire, avec quelles aides? Alors, l'important, c'est de nous contacter au plus tôt dans ce projet. Justement, parce que vous l'avez expliqué, c'est un peu un méli-mélo, toutes ces aides financières. Il y a des aides nationales, il y a des aides locales du département, de la région, du pays d'Aix, etc., qui ont chacun leurs critères de sélection et d'éligibilité. Que ce soit sur le revenu, la date de construction de la maison, il y a pas mal de critères excluants. Donc l'important, c'est de nous contacter au plus tôt pour qu'on puisse, avec vous, voir en détail à quoi vous êtes éligible et vous amener à réussir cette démarche de demande d'aide financière. Alors, comment on va donner l'adresse de votre site internet déjà, parce que ça doit se passer par votre site. Alors, ça se passe au niveau métropolitain, il y a un numéro unique de la rénovation énergétique. Est-ce que quelqu'un a pris le numéro ? Alors, attends, il y a au moins un site internet. Alors oui, il y a différents sites internet, mais ça se passe plutôt par téléphone en règle générale. Alors, le contact est plutôt par téléphone. Pour une fois, il y a un endroit où on commence par un être humain au bout du fil. Ça, c'est formidable. Parce que ça, on en avait un peu perdu l'habitude. Donc on téléphone. Oh, je crois qu'on a le numéro qui est arrivé. Donc le numéro, c'est le 04 88 60 21 06. C'est voilà. Allo Rénov Énergie. Alors déjà, on commence par là, on a un être humain à qui on parle. Ça, c'est exactement. Formidable. Donc cet être humain à qui on parle, qui est devenu en voie de disparition, va nous donner toute la démarche à suivre. Alors dans un premier temps, il va catégoriser votre profil et vous rebasculer vers une de nos structures. Donc si vous êtes sur le territoire marseillais, ça sera l'ALEC. Si vous êtes sur le territoire du Pays d'Aix et de Salon de Provence, ça sera la Maison Énergie. Si c'est une question plutôt juridique, ça sera la DIL. Très et bien, financière donc. Également, la DIL qui a aussi cette double casquette. Donc selon votre projet, vos questions et votre appartenance géographique, oui, on vous bascule sur une structure ou une autre. Alors, le juridique, en quoi consiste l'aide juridique et les aides finalement, comment ça se dessine? C'est-à-dire que je sais que je vais en avoir pour 10 000 de rénovation énergétique dans la maison. Comment je sais à quoi j'ai droit en fonction de là où j'habite? Alors, comme le disait donc mon collègue, vous appelez Allo Rénov Énergie. L'idéal, c'est vraiment de nous appeler vraiment en amont du projet pour justement connaître toutes les aides qui sont disponibles, et surtout pouvoir avoir un accompagnement qui soit technique, juridique ou financier et qui est gratuit. Alors, vous appelez à ce numéro, vous avez, comme vous le dites, effectivement un être humain derrière le téléphone. Et puis, la personne, elle va vous relever plusieurs informations.
D'accord, les principales informations, ça va être l'adresse, ça va être le numéro de téléphone pour qu'on puisse vous recontacter, les ressources, et puis surtout votre projet de travaux. Vous avez toujours une idée de travaux. Après, qu'importe si votre projet évolue, si vous avez une idée de travaux, il faut la communiquer à ce numéro justement. Et puis ensuite, effectivement, comme le disait mon collègue, selon votre besoin, on va vous orienter vers une structure. Alors si vous avez besoin d'un conseil qui est plutôt technique, par exemple, est-ce que les travaux que j'envisage de faire sont efficients? Est-ce que je m'oriente vers le bon équipement? Ça, on pourra vous orienter vers les structures techniques qui vont embarquer donc le conseil technique et vont également embarquer le conseil sur les aides financières. Par contre, si vous avez plutôt une question qui est purement financière, vous savez très bien ce que vous voulez, vous ne souhaitez pas, votre projet, il est clairement défini, vous souhaitez uniquement faire le point sur les aides financières, vous êtes directement transféré vers un conseiller juriste de la DIL qui fait le point sur les aides financières. Après, un peu à la marge, effectivement, pour certains projets, vous pouvez avoir donc des questions juridiques. Alors, quelles sont les questions juridiques qu'on se pose pour un projet de rénovation? Eh bien, tout ce qui est autorisation administrative. Est-ce que je fais une déclaration préalable de travaux? Est-ce que c'est plutôt beaucoup plus important et donc un permis de construire? Est-ce que je peux faire ce que je veux parce que je suis sur un secteur qui est sauvegardé? Voilà. Toutes ces questions il peut y avoir plusieurs questions juridiques qui sont associées à un projet de rénovation. Oui, par exemple, pour les fenêtres, je crois qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, la taille, ça dépend. la forme, voilà. Je dirais que ça dépend. Oui, mais là, c'est bien d'avoir un conseil juridique, parce que si ça dépend, ça veut dire qu'il y a des moments où on ne peut pas. Exactement, il y a des moments où on ne peut pas, il y a des moments où on peut, mais c'est sous condition, il y a des moments où c'est complètement possible. Voilà. Donc il vaut mieux se renseigner avant de faire quelque chose et finalement on se rend compte après qu'on ne pouvait pas. Exactement, donc d'où l'intérêt de ce numéro. Alors, une fois alors déjà on arrive chez vous, c'est pas à combien j'ai droit, c'est voici mon projet. On commence par le commencement, voici mon projet. Puis une fois qu'on a exposé son projet, on sait à qui on s'adresse. Puis une fois qu'on s'est adressé, là maintenant on sait ce qu'on a le droit de faire. Donc on revient vers vous et on dit voilà, j'ai fait chiffrer, voilà ce que ça coûte. Quelles aides puis-je avoir pour m'aider à aller au bout? Et puis une fois qu'on a tout ça, on va voir le professionnel. Donc le roi solaire, par exemple, j'imagine que le roi solaire met des capteurs solaires sur les toits des maisons. Ouais. Donc une fois qu'on a ça, on vous contacte et comment ça se passe? Alors nous, effectivement, on est installateur, chauffagiste et spécialiste en énergie renouvelable. Donc nous, on accompagne nos clients sur toute la partie subvention et administratif dans le cas où ils réalisent des travaux que nous, on va réaliser. À partir du moment où un particulier il a un projet de rénovation un peu plus global qui va toucher à plus de postes et des subventions que nous, on maîtrise moins, on les réoriente justement vers des personnes qui sont à même de les conseiller sur la totalité de leur projet. Par contre, s'ils envisagent de faire un remplacement de chauffage ou l'installation de capteurs solaires, qu'ils soient thermiques ou photovoltaïques, on sait, selon les départements et les régions où ils vont réaliser ces travaux, toutes les aides auxquelles ils sont éligibles. Donc on est à même de les conseiller et de les orienter vers l'organisme de subvention auxquels ils sont éligibles. Alors, je crois que le premier enseignement qu'on peut tirer, c'est que les internautes qui nous regardent et qui ne sont pas forcément dans la région PACA doivent forcément se rapprocher d'une structure comme la vôtre pour savoir à quoi ils peuvent prétendre. Parce que tout change selon les régions. Et j'imagine que ça change selon les régions, tout simplement parce que les climats sont différents et qu'on ne fait pas les mêmes travaux selon qu'on est dans les Hauts-de-France, dans le Grand Est ou en PACA. Et que donc, voilà les facteurs qui font qu'on va aider plus une chose qu'une autre. Et puis le parc immobilier n'a pas le même âge selon les régions, etc. etc. Donc c'est très important de dire aux gens qui nous regardent, quand vous voyez climatisation à 0 €, ça, il y a peut-être un loup derrière, parce que c'est un peu flou. Et quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Donc il faut se rapprocher d'une de ces structures. Alors, comment nous, ici, on est en PACA, mais j'imagine que vous connaissez d'autres structures qui fonctionnent exactement de la même manière de partout en France, ou est-ce que c'est une spécialité de Provence-Alpes-Côte d'Azur? Non, du coup, c'est national. Il y a un réseau qui s'appelle le réseau FAIRE, F-A-I-R-E-A. Et sur Internet, du coup, vous pouvez directement trouver les conseillers FAIRE de la région qui connaissent du coup les dispositifs d'aide localement. Donc effectivement, là, on est sur Twitch, donc n'appelez pas uniquement l'ALEC et la MEC. Si vous êtes du nord de la France, il y a des conseillers du coup dédiés à votre département. Oui, on est sur Twitch, Facebook et YouTube, donc les gens peuvent nous regarder de n'importe où. Et donc voilà. Et puis s'ils ont des questions, on les relaiera.
Est-ce que vous avez, vous, des exemples de cas de rénovation un peu aigus que vous avez aidés pour donner des idées à des gens qui ne savent peut-être pas si ça vaut le coup de vous appeler ou pas? Qu'est-ce que vous avez eu comme cas qui sont caricaturaux et qui pourraient donner l'idée à des gens qui nous regardent de venir vers vous pour réaliser un projet? Alors nous, depuis le 1er janvier, on a un nouvel accompagnement qui est très bien à destination des particuliers, qui inclut notamment une visite à domicile sur site. Donc on se déplace au domicile des particuliers, on fait un état des lieux de tout ce qui est présent en termes d'isolation, de système, chauffage, ventilation, eau chaude sanitaire. Et puis après, on est capable de proposer des préconisations de travaux. Donc c'est vrai que l'accompagnement, il est à la fois dans la définition du projet, et puis ensuite on les accompagne tout au long du projet à mobiliser les aides financières, également à la lecture et à l'analyse des devis, à sélectionner également des professionnels. Donc c'est un accompagnement global et qui permet finalement de réaliser des travaux assez ambitieux. On est capable de proposer des travaux qui vont vraiment avoir un impact fort quand on fait tout de suite une isolation complète de l'enveloppe de la maison, que ce soit la toiture, les murs, et passer à un système de chauffage performant, on descend les besoins énergétiques d'un facteur 2 à 3. Donc c'est quand même des rénovations qui ont un but de performance assez élevé. Alors, la constante depuis hier matin qu'on a commencé ces conférences, c'est le diagnostic. Et certains n'imaginent pas, ils croient juste que je vais changer de chauffage. En fait, il faut faire un diagnostic complet parce qu'on a vu, c'était hier, qu'on peut faire un ravalement de façade, on peut boucher des aérations qui vont générer autre chose derrière, comme de l'humidité, et qui vont abîmer la structure de la maison de manière différente. Le diagnostic de départ est le point indispensable. On ne dit pas juste je vais changer de chauffage, on dit je vais faire un diagnostic pour voir quel chauffage je vais mettre aussi. C'est peut-être ça qu'il faut faire. Alors, plus qu'un diagnostic, c'est plutôt un audit énergétique qui répond mieux à ces questions-là. Le diagnostic, c'est vraiment un document légal qui a vocation plutôt à donner une classe énergétique, à placer le bien sur un diagramme. L'étude dont vous parlez, c'est plutôt un audit énergétique qui est bien plus complet et qui va pouvoir vous donner, oui, vraiment aussi l'ordonnancement des travaux. Effectivement, vous l'avez dit, quand on touche à certains postes, on impacte également d'autres postes, notamment le renouvellement de l'air, par exemple, quand on isole. Donc il faut avoir cette idée globale, et c'est pour ça qu'une étude, notamment un audit, ça peut être une étude très intéressante à mener en amont du projet de rénovation. Alors là, on a le professionnel du chauffage. Ouais, et en plus, c'est très important de commencer par cet état initial du bâtiment, parce que typiquement, si moi, chauffagiste, on me fait venir pour remplacer un système de chauffage dans une maison qui est une véritable passoire énergétique, moi, je vais faire un dimensionnement qui sera faussé par le fait qu'en fait, je vais surdimensionner mon système de chauffage, installer une machine qui sera forcément plus puissante et qui va beaucoup plus consommer, alors que chronologiquement, dans une rénovation énergétique, on traite d'abord de l'enveloppe du bâtiment, quoi. Donc, tout ce qui est menuiserie et isolation, pour faire en sorte déjà de demander moins de consommation énergétique pour par la suite, déjà installer un système de chauffage certainement plus adapté et qui consommera nettement moins. Mais c'est-à-dire qu'il y a vraiment des étapes dans le scénario d'une rénovation énergétique, quoi. Et il ne faut surtout pas qu'une rénovation d'un côté entraîne des frais pour rénover quelque chose de notre côté qui coûte encore plus cher 5 ans plus tard. C'est ça, je crois, qui est le manque de vigilance de certains qui font le nécessaire au moment où ça l'est, mais qui n'anticipent pas sur les effets de la rénovation d'aujourd'hui sur l'état de la maison de demain. Et là, vous, à la DIL, je pense que vous êtes tout à fait compétent pour, dans l'état des lieux que vous faites, pour alerter le propriétaire. Ça, alors moi, du coup, c'est la LEC. Et maintenant, les aides financières, en fait, avec ma prime rénov, encouragent justement à faire des travaux globaux, du coup, en fait, du logement. Pour en bénéficier, du coup, il faut passer par un audit énergétique, justement, ce que disait mon collègue. Pour pouvoir estimer du coup les travaux à effectuer, faire un gain énergétique assez performant, et à ce moment-là des aides se débloquent, des aides supplémentaires pourront se débloquer. Alors les aides, elles sont en fonction du projet, mais elles sont aussi en fonction des revenus. Alors les aides sont en fonction du logement, de la date de construction du logement, du projet effectivement, s'il y a un seul poste de travaux ou plusieurs postes de travaux, en fonction également des revenus du foyer. Ces trois critères, du coup, sont pris en compte pour pouvoir analyser quelles aides pourront être mobilisables. Alors, sur une fourchette, ça va de 0, parce qu'il y en a qui n'ont pas droit, jusqu'à combien du montant des travaux ? Alors, par exemple, sur le dispositif MaPrimeRénov', pour un projet de rénovation globale,
ça peut aller de 3 500 à 7 000 euros d'aide financière. Ce qui est pas négligeable. Est-ce que ce process-là, ces aides-là, sont supposées évoluer là d'ici la fin de l'année, ou est-ce que c'est assez figé et qu'on peut... par exemple, est-ce qu'il y a des échéances, est-ce qu'il y a des choses auxquelles on n'aura plus droit dans 6 mois? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles auxquelles on aura droit d'ici 6 mois? Est-ce que vous avez déjà un panorama de ce qui se passe et de ce qui va se passer? Alors, oui. Sur les aides financières, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez plusieurs strates. Donc, vous allez avoir des aides nationales et vous allez avoir des aides locales. Et puis, un dispositif qui est assez particulier, qui n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler sur le plan stricto sensu une aide, ce sont les certificats d'économie d'énergie. Donc, sur les aides nationales, a priori, ça ne bouge pas pour l'instant. Pour les aides locales, idem. Par contre, sur les C2E, oui, vous avez donc une réforme récente et effectivement donc des dispositifs qui sont amenés à disparaître de manière progressive. Alors là, pour l'instant, l'échéance la plus proche, c'est la disparition des C2E pour, je parle sous le contrôle de la Pour MEF. ceux pour qui C2E est du chinois, est-ce que vous pouvez profiter? Certificat d'économie d'énergie. Voilà. C'est tous les dispositifs dont vous entendez parler, coup de pouce, dispositif à 1 euro. Voilà. C'est un dispositif de certificat d'économie d'énergie avec une manière de fonctionner un peu complexe. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée de retenir, c'est que là, l'échéance la plus proche, c'est justement le remplacement d'une chaudière qui fuel, gaz, par une chaudière à condensation. Et bien ça, c'est amené à disparaître. Voilà. Et puis, il y a d'autres certificats d'économie d'énergie qui sont amenés à disparaître de manière progressive. Est-ce que vous pouvez dire aux gens qui nous regardent, donc qui sont par définition des internautes, quand ils voient arriver une pub sur un réseau social qui vous dit l'isolation à 1 euro, qu'est-ce que je fais? Je me méfie ou je clique? On se méfie tout de suite et surtout on appelle directement le numéro à l'Orénov Énergie qui concerne tout le département et en plus Saint-Zacharie et Pertuis qui font partie mais il faut tout de suite prendre l'information parce que contrairement, et c'est normal, quand il y a une communication sur une aide, la communication, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'elle est simplifiée. L'idée, c'est d'aller à l'essentiel. Et donc, vous imaginez bien, et c'est mon collègue qui l'a dit tout à l'heure, tous les dispositifs, il faut garder à l'esprit qu'ils répondent à des critères d'éligibilité. D'accord ? Et les critères d'éligibilité, ça peut être aussi tout un tas de critères liés à la résistance thermique, etc. Donc, il faut tout de suite se méfier et tout de suite s'orienter vers une structure pour être correctement orienté, correctement renseigné. Après, c'est à vous de faire la démarche des demandes de subvention, mais il faut partir déjà avec déjà l'esprit clair en se disant, voilà, j'ai ces dispositifs-là, je suis éligible à ça, parce qu'en réalité, vous avez plusieurs critères d'éligibilité qui vont s'appliquer. Donc, l'isolation à 1 euro, vous oubliez, vous supprimez la pub si vous pouvez dans les réseaux sociaux. Je ne veux plus voir cette pub, ça c'est possible, je crois, sur Facebook, parce que en fait, c'est plus ou moins mensonger, quoi. Alors, c'est pas mensonger. C'est exagéré, on va dire. Déjà, l'isolation à 1 euro, voilà, les réformes dont on parlait qui vont prendre effet au 1er juillet vont amener la fin de l'isolation à 1 euro. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a une campagne fin de l'isolation à 1 euro, profitez-en. N'en profitez pas forcément. Mais c'est pas que ça soit mensonger, le reste à charge est vraiment de 1 euro. On vous fait de l'isolation. Après, dans quelle qualité, quel temps passé pour faire les travaux, est-ce que les travaux sont réalisés dans les règles de l'art? Forcément, c'est des travaux qui sont faits un petit peu rapidement. Le risque, il est plus sur la malfaçon que sur le fait de payer 1 euro. Alors, 1 euro, c'est pas cher, mais vous en avez pour votre argent, quoi, pour faire court. Le problème, c'est que si c'est mal fait et que vous voulez refaire derrière, vous ne pouvez plus bénéficier des aides financières parce que vous en avez déjà bénéficié sur ce projet-là. Donc, automatiquement, vous vous retrouvez avec une source de subvention qui est coupée et parfois des travaux qui sont bâclés. Alors, j'imagine qu'on ne fait pas de l'isolation à 1 euro ou du chauffage à 1 euro chez le Roi Solaire, mais au moins, on a quelque chose de qualité, quoi. Ouais, là encore, on en a pour son argent et on a aussi des subventions qui sont selon le type de projet qui va être réalisé
et les revenus comme on le spécifiait tout à l'heure. Et juste pour rajouter quelque chose par rapport à l'isolation, parce que c'est forcément quelque chose sur lequel nous, on se renseigne quand on vient pour dimensionner un système de chauffage, par exemple. Donc, lors de nos états des lieux, on a l'occasion de voir comment ça a pu être réalisé ou non. Très souvent, en fait, les subventions peuvent être supérieures au coût du matériau qui va être utilisé. Et s'il est très simple à réaliser, c'est ce genre de cas de figure où on va retrouver un reste à charge nul pour isoler ces combles. Mais typiquement, si c'est déjà plus compliqué à mettre en œuvre, c'est faire de l'isolation sous rampant ou du sarking par-dessus, au-dessus des tuiles, c'est forcément pas ce cas de figure qui vont représenter des isolations à 1 euro. Alors, vous posez aussi des capteurs solaires. Alors, c'est vrai qu'on remplace des chauffages en ce moment parce qu'il y a une grosse campagne pour remplacer les chaudières au fioul, etc. etc. Mais quand vous placez des capteurs solaires, on va parler des capteurs sur la maison, par exemple, le bénéfice réel, c'est quoi sur une maison ? Alors déjà, il faut faire la distinction entre les différents types de capteurs solaires qui existent. Il y a 2 types de capteurs solaires. Il y a des capteurs solaires thermiques et des capteurs solaires photovoltaïques. Le capteur solaire thermique, il est là pour réchauffer un réseau d'eau, que ce soit pour l'eau chaude sanitaire ou le système de chauffage. Le panneau photovoltaïque, lui, il va nous produire de l'électricité pour alimenter tout ce qui est électrique à l'intérieur de la maison. Donc, on oriente de plus en plus les gens vers le photovoltaïque en autoconsommation, puisque du coup, il va permettre d'abaisser les consommations globales de toute la maison, alors que le thermique, certes, il est peut-être plus subventionné, mais il va jouer majoritairement sur le chauffage, à condition qu'il soit relié à un réseau d'eau et l'eau chaude sanitaire. Ouais, et qu'on habite en PACA. Parce que si on habite en Alsace en plein hiver, ça ne va pas chauffer grand-chose. Parce que certainement que le climat local de là où on est doit jouer sur notamment le thermique, quoi. Ouais, le thermique et le photovoltaïque, on a forcément un bien meilleur rendement dans le sud de la France que dans le nord. Après, ça va signifier que peut-être que si ici à Marseille, je place que 4 capteurs, j'aurais besoin d'en mettre 6 à Lyon. D'accord. Alors, le nombre de capteurs, ça aussi c'est intéressant. Est-ce qu'on peut recouvrir tout son toit et est-ce que c'est intéressant financièrement de dire tiens, je vais faire tout mon toit en capteur photovoltaïque ? Non. Aujourd'hui, la manière dont était abordé le photovoltaïque il y a quelques années, avant qu'on se penche plus sur l'autoconsommation, c'était on se présentait devant une maison et on se disait le but c'est de maximiser la production pour revendre un maximum et se faire un maximum d'argent. Ça ressemblait plus à un placement financier qu'à un réel souci écologique. Alors qu'aujourd'hui, on va étudier encore une fois l'état global de la maison et les consommations qu'il y a à l'intérieur d'une maison et dire voilà, ici, j'ai peut-être besoin de 6, 8 ou 12 panneaux en fonction de la consommation qu'il va y avoir à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire que quelqu'un qui va se chauffer avec une énergie fossile encore aujourd'hui, qui ne consomme pas spécialement d'électricité en journée et encore en été, c'est-à-dire les moments où mes capteurs photovoltaïques vont produire le plus, je ne vais pas lui dire de remplir sa toiture de panneaux solaires. Par contre, quelqu'un qui se chauffe à l'électrique, qui se climatise tout l'été, qui filtre, voire même qui chauffe sa piscine, lui, il va avoir des factures d'électricité nettement plus importantes et donc il aura tout intérêt à ajouter plus de capteurs pour les absorber. D'accord, donc là, réellement, ce n'est pas effectivement l'investissement dont on nous parlait qui finalement était rentable au bout d'un moment parce que comme on revendait l'électricité, on retouchait de l'argent finalement. Donc là, on n'est plus sur quelque chose de raisonnable et vous avez besoin de ça, n'en mettez pas plus, quoi. Et c'est surtout, vous avez une facture qui est de temps et on va chercher à la faire diminuer de 30-40% via tant de capteurs. C'est pas on va investir et revenir sur son investissement. On cherche à faire des économies. Alors, est-ce que ce sont des critères dont vous tenez compte, vous, quand vous allez chercher des subventions, finalement des aides? Est-ce que vous les calculez par rapport au dimensionnement de la superficie de photovoltaïque sur un toit? Est-ce que vous préconisez? Est-ce que vous prenez compte de ces facteurs-là dont on vient de parler? Alors, le photovoltaïque, pour nous, c'est vraiment la dernière étape de rénovation d'un logement. D'abord, on va vouloir diminuer la consommation du logement en isolant, en travaillant sur l'enveloppe, puis mettre des systèmes performants, chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation.
Et en dernier lieu, si on peut produire son énergie de façon locale et renouvelable, c'est la dernière étape et c'est optimal. Ça peut faire partie du projet, c'est ce que je veux dire. Ça peut faire partie du projet. Maintenant, encore une fois, ce qui est important, c'est de bien dimensionner en autoconsommation pour arriver à un temps de retour sur investissement d'une douzaine d'années globalement. Mais c'est vrai que le photovoltaïque, c'est un petit peu à la marge de la rénovation de la maison. C'est l'optimum en dernier lieu, une fois qu'on a bien travaillé sur tous les autres points. C'est pas le cheval de bataille comme le changement de la chaudière, quoi. Exactement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la rénovation énergétique et sur les aides parce qu'il y a beaucoup de flou, on en a éclairci pas mal quand même. Hein. Je crois que ceux qui étaient là vont repartir avec les idées un peu plus claires sur le millefeuille des aides. Et donc, est-ce que... Ou sinon, on reprend, hein, si vous avez... Bonjour à tous. Bonjour à tous. Moi, j'ai vu tout à l'heure, vous parlez des chaudières à fioul et gaz, qu'il n'y en ait plus pour longtemps. Est-ce que vous savez pour combien à peu près, dans la moyenne d'années, on peut encore les utiliser? C'est celle qu'on a, quoi, à l'instant. Alors en fait, vous pouvez les utiliser tant qu'elles fonctionnent, on va dire. Ce qui va se passer, c'est qu'en 2023, vous n'aurez plus le droit d'en remettre une nouvelle à la place. Vous aurez le droit de faire réparer, éventuellement, si elle est réparable, votre chaudière actuelle. On ne vous interdira pas de l'utiliser. Seulement, voilà, vous passez ce terme. Si vous devez renouveler l'équipement, il faudra passer sur un autre type de chauffage. Donc ça peut être une pompe à chaleur, ça peut être du gaz, ça peut être du solaire thermique. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Mais c'est vrai que le fuel passé 2023, vous ne pourrez plus équiper par de nouveaux équipements. D'autres questions? Madame avec son projet, non, on n'est pas dans la rénovation. Parce que, évidemment, quand on parle de rénovation, on parle bien de maisons existantes qui ont besoin d'être rénovées, non pas d'un projet neuf. Là, j'imagine qu'il y a d'autres mécanismes qui aident à avoir une isolation performante et des systèmes performants, donc basse consommation ou des choses comme ça. Donc là, pour madame qui a un projet, c'est plutôt, c'est pas vers la rénovation qu'on va, c'est vers la construction. Donc c'est complètement différent. Alors oui, la rénovation, ça concerne des maisons qui ont plus de 2 ans, et parfois plus. Pour le neuf, il y a une réglementation thermique qui vous oblige de base à construire selon un certain mode constructif en ayant une certaine performance globale de la maison. Donc vous n'avez pas le choix finalement sur le neuf de faire une construction performante. D'accord. Donc sur le neuf, c'est en construction, donc on ne parle pas de rénovation. Donc c'est plus de 2 ans. C'est ce dont on parlait hier. Vous allez acheter dans du neuf aujourd'hui qui deviendra ancien plus tard. C'était le thème de la rénovation de l'ancien. Et si on ne prend pas garde aujourd'hui à faire l'entretien qu'il faut, demain, ça pourrait être la catastrophe. Donc c'est le neuf d'aujourd'hui qui deviendra ancien demain. Et c'est demain qu'on viendra vers vous pour les aides pour la rénovation. Parce qu'il y aura d'autres normes, parce qu'il y aura des choses plus performantes, parce que tout se sera usé un petit peu, la maison aura vécu. Enfin, j'espère que ce sera plus de 2 ans. Mais voilà. D'autres questions? Oui. Merci. Je suis le président d'un conseil syndical d'une grosse copropriété de Marseille. Et je voudrais revenir sur puisqu'on a un projet de changement de chaudière au niveau de la chaufferie générale. C'est une copropriété de 860 lots. Et les chaudières à gaz, c'est ce qu'on a prévu de mettre en 2023, parce qu'on est pour l'instant tributaire d'un contrat de cogénération qui s'arrête le 19 janvier 2023. On ne pourra donc faire les travaux qu'après. Et est-ce que ça s'applique également à ce type d'installation, le fait de ne pas pouvoir mettre de chaudière à gaz? Le gaz n'est pas limité. Le gaz n'est pas limité, c'est le fuel qui est concerné. C'est le fuel vraiment qui est concerné. Le gaz, il n'y aura pas de souci. Il y a un projet national de sortir du gaz, mais on est encore loin. Pour l'instant, là, c'est vraiment le fuel qui est concerné en 2023. Les grosses chaudières gaz, ça ne sera pas un souci. Oui, parce que alors, tout ce dont on a parlé, là, je me refais un petit peu l'entrevue. On avait l'air de parler d'habitat individuel, mais c'est pour de l'habitat collectif aussi, évidemment. Oui, en effet, on a des collègues qui s'occupent exclusivement du coup des copropriétés, qui vous accompagnent également dans votre projet de rénovation. Et pour voir les aides financières qui sont un peu différentes du coup qu'on soit en copropriété qu'en maison individuelle.
Donc je vous invite du coup à venir nous voir, on est juste derrière, à la plateforme de la rénovation énergétique. Et du coup, on peut faire un point ensemble sur votre projet et vous accompagner effectivement. Alors là, il y a un acteur indispensable, c'est le syndic. Normalement, le syndic doit venir voir, j'allais dire, c'est son job, puisqu'il représente les copropriétaires. Il paye des honoraires pour ça, d'ailleurs, les copropriétaires. Et alors. Le syndic, bien sûr, on travaille en bonne intelligence avec lui, mais comme on a déjà eu l'occasion de procéder à pas mal de travaux, c'est le conseil syndical qui oriente, qui décide et qui choisit. Enfin, tout au moins chez nous. En pratique, peut-être chez vous, effectivement, mais il faut garder à l'esprit quand même que un conseil syndical, il est là pour assister et contrôler la gestion du syndic et n'a pas la faculté, normalement, de prendre les décisions à la place de l'Assemblée générale et encore moins sur l'ampleur de ce type de travaux. Mais effectivement, les membres du conseil syndical, ils sont d'une grande aide dans les copropriétés, puisqu'ils sont quand même plus au contact des copropriétaires, d'accord, puisqu'ils sont eux-mêmes aussi copropriétaires et donc les premiers concernés au même titre que les autres. Donc c'est vrai qu'avoir un conseil syndical dans une copro, c'est bien, ça permet quand même, voilà, de voter plus facilement les travaux. Mais effectivement, en collectif, dans les copropriétés, vous avez aussi des aides. Contrairement à ce qu'on pense, c'est juste que les critères d'éligibilité, idem, sont un peu différents que pour la maison individuelle. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de consultations qui concernent les maisons individuelles parce que c'est plus facile d'entreprendre des travaux quand je suis dans ma maison, mais les copropriétés aussi peuvent être concernées par des aides. Oui, quand je parlais du syndic, c'est naturellement un de vos interlocuteurs, puisque c'est lui qui peut même aller à la pêche à l'information pour aller les amener en Assemblée Générale en disant voilà ce qui est possible dans ce bâtiment que je connais bien parce que je suis syndic depuis 20 ans et que je sais ce qui s'est dégradé, il suffit de reprendre les PV. Et donc lui peut être le moteur en allant vous voir et pour faire des propositions aux copropriétaires. Alors, le syndic, oui, il peut effectivement, de sa propre initiative, contacter nos structures pour faire le point sur les aides financières parce que c'est tout dans l'intérêt des copropriétaires. Ça va leur permettre quand même de faire baisser le montant des travaux puisqu'ils y participent à hauteur de leur quote-part. Après, très souvent, ça va être beaucoup les membres du conseil syndical qui vont vraiment contacter les structures, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'ils sont les premiers concernés, parce qu'ils sont copropriétaires au même titre que les autres. Et donc, ils vont être vraiment sur une démarche beaucoup plus active pour aller à la pêche aux infos, comme vous dites. Mais on a les deux. On a des contacts de syndic et des contacts de membres du conseil syndical, et puis aussi des copropriétaires pas membres du conseil syndical. On a de tout. Donc voilà, il faut bien réaliser que ce n'est pas réservé à l'habitat individuel, mais aussi à l'habitat collectif. Et que si vous êtes dans une copropriété, il suffit d'aller taper chez votre syndic si vous n'avez pas le temps de le faire, ou d'aller voir l'excellent président du conseil syndical que nous semblons avoir là, qui lui est dévoué, parce qu'il faut quand même avoir, surtout dans une grosse copropriété comme ça, il faut avoir du temps à y consacrer et l'envie de le faire surtout, pour aller chercher ces informations et faire des économies sur l'entretien d'un bâtiment. Et là, je reviens sur la conférence d'hier matin, qui fait qu'un immeuble bien entretenu est un immeuble qui ne s'effondre pas forcément comme on a eu à la rue d'Aubagne ou comme on a eu à Bordeaux la semaine dernière. Qui ne s'effondre pas et qui se vend mieux. Et qui se vend beaucoup mieux et qui se loue à des locataires plus heureux d'habiter dans un endroit en meilleur état aussi. Donc voilà. D'autres questions? Est-ce que vous, à la tribune, vous avez des choses à ajouter? Alors on peut se séparer. Voilà. Merci beaucoup à tous d'être venus. Merci. Et puis voilà, on a précisé pas mal de choses aujourd'hui. Merci beaucoup.